toujours avec, si vous êtes toujours avec nous. Effectivement, mon micro, je l'ai désactivé par inadvertance. Je suis avec vous. Donc, mon thème concerne la place de la femme dans la gouvernance. Je vais, je vais me lancer sans plus tarder. Je vais vous donner une image. Imaginez un instant que nous pilotons un avion avec un seul moteur alors que l'appareil en possède deux. Je suppose que vous vous dites tous que c'est absurde, n'est-ce pas? Pourtant, c'est ce qui se passe dans le monde. D'après le dernier rapport du Forum économique mondial, au rythme actuel, il faudra 131 ans, soit 5 générations, pour atteindre une parité réelle. Vous ne pensez pas que c'est une anomalie? Avant d'aller plus loin, il faudrait que nous accordions tous, excusez-moi, sur ce que signifie la gouvernance. La gouvernance, ce n'est pas seulement le pouvoir de celui qui siège au sommet. On parle de gouvernance, je pense que tous ici, nous pensons à des postes tels que président de la République, premier ministre, la tête de n'importe quel ministère. Mais en fait, la gouvernance, c'est l'ensemble des règles, des processus et des comportements par lesquels les décisions sont prises et appliquées dans une société. Il s'agit là de coordonner des énergies pour le bien commun. Et très longtemps, on a perçu la gouvernance comme un exercice administratif, désincarné. Et on en a fait une chasse gardée des hommes, alors que la femme était parfois figurante ou invitée de circonstances. Du moins, c'est ce que plusieurs pensent. Mais la place de la femme, ce n'est pas une simple présence physique. C'est pas juste occuper un siège. C'est avoir une capacité d'influence, c'est pouvoir peser sur les décisions et ça implique aussi la reconnaissance de sa légitimité à définir les priorités de la nation de laquelle elle fait partie. Je disais plus haut qu'on a considéré que c'était une chasse gardée des hommes, mais pourtant, si l'on remonte dans l'histoire, si on pense aux reines bâtisseuses dans différentes cultures, dans mon pays par exemple, plusieurs parlent de la reine Galifuru, on pourrait parler des Amazones du Dahomey, ou des exemples européens comme Simone Veil qui a travaillé à la modification de l'arsenal juridique en France. Les femmes sont présentes dans le leadership et cela ne date pas d'aujourd'hui. Et c'est une égalité qui est loin des simples quotas, dire qu'elles sont là à 50% et tout ça. C'est vrai, aujourd'hui encore, elles ne font pas partie. Elles ne sont pas, comment dire, numériquement, on n'a pas encore atteint même cette égalité formelle. C'est 50% de représentativité qu'on espère dans divers domaines. Mais il y a une présence effective. Il y a une présence effective qui pourtant fait face à de nombreux plafonds que nous allons disséquer ensemble. Mais avant de passer au plafond, un petit peu cette présence-là. Je veux juste je veux juste vous parler des femmes qui aujourd'hui influencent déjà notre monde. Face aux crises climatiques, aux tensions géopolitiques, aux mutations technologiques, beaucoup se demandent est-ce que les femmes doivent gouverner. Mais j'aimerais qu'on reconnaisse l'impact qu'elles ont déjà. En ce début d'année 2026, les statistiques de l'Union interparlementaire et d'ONU Femmes nous livrent, de l'Union interparlementaire francophone et les statistiques d'ONU Femmes donnent un constat de progression qui est certes lente mais significative. Au sommet de divers États, il y a désormais 30 femmes chefs d'État ou de gouvernement dans 28 pays. Ce record en cette année est historique. Si nous étions en présentiel, je vous aurais demandé de prendre 1 minute pour l'applaudir. Mais il reste encore 101 pays qui n'ont jamais eu de femmes dirigeantes. Dans les parlements, la moyenne mondiale des femmes parlementaires a atteint 27,5%. Dans des pays comme le Rwanda, le Mexique ou les Émirats arabes unis, la parité stricte a déjà été dépassée. Et les rapports de la Banque mondiale en ce même début d'année 2026 sont formels. Si l'on comble le fossé
entre les genres dans la participation économique, on pourrait augmenter le PIB mondial de 20%. Vous convenez avec moi que ces chiffres, ce n'est pas des données froides, ce n'est pas des chiffres qui parlent de revendications vaines, parce que dès qu'on porte le combat de la femme dans certains milieux, on nous demande d'arrêter d'être féministes. Mais ces chiffres parlent d'eux-mêmes, de l'importance, de la place de la femme dans la société. Toujours sur la même lancée, je veux donner des exemples concrets. Dans la gouvernance environnementale, par exemple, en 2025 et 2026, un leadership féminin décisif dans la transition écologique a émergé. Dans des pays d'Afrique subsaharienne ou des pays comme Madagascar, il y a eu plusieurs réformes records pour intégrer les femmes dans les secteurs de la construction et de l'industrie verte pour transformer l'économie locale. En République du Congo, par exemple, 2 ministères liés à l'environnement ou aux forêts, etc., sont gérés depuis un certain moment par des femmes et qui font un travail remarquable. L'un des ministères a permis des réformes légales assez importantes qui poursuivent leur cours et qui sont d'ailleurs très inclusives. On pourrait faire le pont avec le thème précédent, ce qui mettait les jeunes au centre. L'autre ministère qui gère les forêts, celui-là a été au cœur de l'élaboration de la décennie mondiale de la forestation et de reboisement portée par le président de mon pays et qui a été adoptée par l'ONU pour devenir une décennie mondiale et pas simplement africaine. Face aux crises, que ce soit au Mexique ou en Islande, il y a des gouvernements qui se distinguent par une gestion de crise transparente, une grande capacité à travailler au-delà des clivages partisans. Et c'est des pays où les femmes sont très présentes. En 2025, dans plusieurs pays d'Europe, notamment en France, des femmes parlementaires ont réussi, en France ou en Angleterre, en tout cas dans plusieurs pays d'Europe, des femmes ont réussi à faire voter des lois sur l'égalité salariale et l'allongement du congé parental rémunéré. Dans plusieurs pays d'Europe, ça a été le cas. Au Congo encore, parce que charité bien ordonnée commence par soi-même, je suis spécialiste de droit international, mais j'exerce dans mon pays et charité bien ordonnée commençant par soi-même, vous remarquerez que les exemples sur le Congo vont déborder. Et en ce qui concerne mon pays, il y a une loi assez importante, par exemple sur la protection de la femme, la loi Mouebara, qui a permis de répondre à plusieurs inégalités. Et elle a été portée par une femme, qui était la ministre de la promotion de la femme. Et les exemples, je pourrais continuer ainsi indéfiniment à vous citer des exemples. Mais si je m'arrête là, vous vous direz que finalement, tout va bien, les femmes sont représentées, elles prennent de plus en plus de place et certains m'ont même répondu face à ce discours que si on constate dans tous les pays du monde, les réformes ont pris du temps, prendre sa place, ça prend du temps. Mais est-ce qu'il ne faudrait pas se concentrer sur les obstacles, les comprendre, ce qui permettrait à pouvoir les éradiquer? Dans la constitution de la plupart des pays, l'égalité est inscrite. Mais l'équité manque aux structures. Bien sûr, il y a des règles, mais et il y a l'égalité des chances. Mais est-ce que réellement dans le concret, les mêmes chances sont offertes? Est-ce que réellement dans le concret, les femmes ont tout ce qu'il faut pour saisir les mêmes chances que les hommes à capacité égale? Est-ce qu'il n'y a pas d'entrave qui finalement, bien que non reconnue, les empêche d'accéder? J'aimerais parler d'un phénomène, c'est le mécanisme de la surpreuve. Généralement, on exigera systématiquement d'une femme une démonstration de compétences supérieures à celle d'un homme pour un poste identique. Dans plusieurs entreprises pour des tâches égales, et cela, c'est un constat qui ressort de divers rapports dans diverses parties du monde, un homme pourra gagner plus qu'une femme. Et souvent, on leur ressortira, vous les femmes,
vous nous coûtez lorsque vous prenez des congés de maternité, lorsque vous ne vous sentez pas bien pendant une certaine période du mois. Ça encore, ce n'est pas le cas de toutes les femmes. Mais que dira-t-on? Récemment, j'ai été en contact avec une jeune juriste qui a démissionné de son emploi après avoir donné naissance, parce que les remarques fusaient concernant une soi-disant improductivité que lui rapportait le fait d'être maman. Elle n'a pas été renvoyée implicitement, mais elle a été mise tellement mal à l'aise qu'elle a fait le choix de sa paix en quittant cette entreprise et se réorientant vers une activité moins prenante. Pourtant, ce n'est pas les compétences qui lui manquaient. Il y a des barrières invisibles, un plafond de verre, des parois de verre, des limites invincibles qui bloquent l'ascension vers le sommet. Et si on essayait de les citer, on n'en finirait pas. Il y a plusieurs femmes actuellement avec nous au cours de cette conférence, et je suis sûre qu'au moins l'une d'entre elles a déjà été confrontée à du harcèlement ou autre demande assez réductrice. Il y a des parois de verre, c'est-à-dire certains types de fonctions, de professions qu'on donne rarement aux femmes. Si on regarde les ministères ou les directions d'entreprise, les femmes sont souvent orientées vers le social ou la communication, tandis que les secteurs régaliens, finance, défense, industrie, restent généralement masculins. On dira aussi que c'est leur choix. Par exemple, moi qui vous parle, je suis juriste et j'ai un attrait particulier pour la communication. Oui, c'est mon choix. Mais il y en a d'autres qui n'ont pas fait ce choix et qui se retrouvent bloqués parce qu'on leur dit, parce qu'on dira ici, il faut des hommes. Récemment, sur mon lieu de travail, nous discutions d'ailleurs, j'ignorais même que c'est ce thème qui me serait alloué sur cette conférence, mais nous nous sommes mis à rechercher combien de femmes ont déjà été ministres de la Défense des États-Unis d'Amérique. Et la réponse, c'était aucune. Actuellement, il y a une femme qui est le second au secrétariat, qui occupe le second poste je crois que c'est la deuxième secrétaire des fonds ou assistance de secrétaire des fonds. J'ai oublié un petit peu comment est-ce qu'on le dit, mais il n'y a jamais eu personne au sommet. Dans plusieurs pays, on ne confie pas la défense aux femmes. On nous dira qu'elles sont émotives, qu'elles prendraient des décisions basées sur leurs émotions, que ça ne marcherait pas, qu'on tomberait vite en guerre mondiale, qu'elles ne pourraient pas défendre leur pays correctement. Mais on a pourtant des exemples dans l'histoire où des femmes, au sommet, ont mené des guerres ou conduit des traités diplomatiques ou amené une prospérité dans leur pays. Jeanne d'Arc en France, les Amazones du Dahomey, la reine Victoria en Angleterre. On parle même de l'ère victorienne dans une période de l'histoire d'Angleterre. C'est pour dire combien cette femme a marqué l'histoire de son peuple. Il y a aussi un autre obstacle, c'est le plancher collant. Ces responsabilités domestiques qui freinent le décollage des carrières. À l'échelle mondiale, les femmes assurent 3 fois plus de travail, de soins non rémunérés que les hommes. En fait, une femme, même quand elle est directrice d'entreprise, députée, ministre, je sais pas, peu importe le poste que vous lui donnerez, en règle générale, elle est aussi femme de ménage, cuisinière, nounou. Elle tient une laverie, un pressing, ou peu importe le mot que vous voudriez appeler. Elle est éducatrice, répétiteur pour enfants, et toutes les tâches pensables que l'on peut faire. Mais on lui exigera au travail les mêmes horaires, les mêmes accomplissements, et souvent et réellement plus, parce qu'elle sera constamment obligée de prouver qu'elle a sa place là. Et même quand cela n'est pas dit dans les textes, implicitement, dans les réactions, dans les caractères, et toujours un jour, quelque part, on lui demandera sur quel lit elle est passée pour arriver là où elle est. Et cela arrive même lorsqu'on n'a pas encore atteint des postes de responsabilité, même dans les moindres tâches. Mais par pudeur, les femmes ne vous raconteront pas tout. Et
La double journée, comme je le disais, n'est pas qu'un détail personnel. Ça peut parfois représenter un obstacle structurel. Certaines le font par choix. Comme je le dis aujourd'hui, le féminisme atteint des proportions qui visent parfois à vouloir obliger toutes les femmes à prendre la même direction. Mais certaines, pour celles qui ne veulent pas gouverner, qui préfèrent rester chez elles et s'occuper toute la journée de leurs enfants, ce n'est pas un problème. Si ça les épanouit, c'est une vie très épanouissante. Mais pour celles qui le veulent, des obstacles qui ne seront jamais pris en compte, elles les rencontrent. Et j'ai une petite anecdote que j'ai trouvée très intéressante. Dans un pays d'Europe, il doit y avoir, je pense que ça fait entre 3 et 5 ans, il y a entre 3 et 5 ans, il y a une femme qui, à la suite d'une procédure de divorce, a obtenu des dommages et intérêts de son mari pour un travail non rémunéré. On a essayé d'évaluer tout ce qu'elle faisait pour lui et il a dû lui verser des dommages et intérêts qui se comptent en millions. Et bon, pour ne pas que l'on me sorte que c'est une injustice aussi face à l'homme, il faut savoir aussi que cet homme a quitté cette femme et voulait la laisser sans rien, alors que toutes ces années, elle s'est dévouée à son foyer sous prétexte qu'elle n'avait rien apporté. Mais ça, c'est un autre débat. Mais Sans vous couper même... la parole, Madame Stéphie, Oui. il vous reste 2 minutes pour votre intervention. Wow. Je sais que vous avez beaucoup à dire et je comprends que le sujet est très intéressant. Nous apprenons beaucoup de choses aussi de vous. Donc, merci à vous de respecter ce temps. Merci. Merci de me le rappeler. Alors là, je me demande comment je vais synthétiser. Bon, peut-être qu'il y aura plus de place dans les questions. En tout cas, si je peux juste énumérer certains points, c'est que au-delà du débat, les femmes sont réellement importantes en ce qui concerne la cohésion sociale. Elles ont emmené cette force de résilience et je vais peut-être juste donner quelques points, quelques exemples que je voulais qu'on retienne. Par exemple, dans l'exemple du Rwanda, la reconstruction du Rwanda a reposé en grande partie sur des femmes. Après le génocide de 1994, le Rwanda était un pays dévasté et la population féminine s'élevait majoritairement à 70%. Et pourtant, ce pays s'est relevé par l'action concrète, pas seulement les décrets. Et ça a forcé quelque part dans ce pays l'entrée des femmes en politique, et voilà pourquoi le Rwanda est un bon élève en termes de parité et de représentativité de la femme dans la société. En Islande, il y a eu en 1975 une grève des femmes. 90% d'entre elles ont arrêté de travailler et de s'occuper de leur foyer pendant une journée et le pays a été totalement paralysé. Il n'y avait plus d'école, plus de banques, plus de nourriture, prouvant que l'économie du soin, c'est un moteur invisible de la nation. Et voilà, les femmes sont aussi très importantes dans la médiation des conflits. Il y a eu l'exemple du Libéria. Et enfin, comme dernier point que je voulais citer, c'est qu'au-delà des violences traditionnelles auxquelles les femmes sont confrontées, que je n'ai pas énumérées en long et en large parce que généralement on les connaît tous, elles reviennent dans toutes les conférences, il y a une nouvelle forme de violence, le cyberharcèlement et la violence politique qui reviennent fréquemment quand une femme commence à émerger. Et sans m'attarder, l'exemple concret, je pense qu'il y a eu une journaliste qui portait une cause, c'est encore un exemple français, qu'on a caricaturé récemment on l'a caricaturé portant une ceinture de banane. Et c'était du journal Charlie Hebdo et après ça a été relayé sur tous les réseaux. En fait, l'objectif de cette forme de violence, c'est de mener, sans mettre concrètement de côté cette dame, c'est la mener à désister par elle-même. Et donc là, on se rend compte qu'il y a une nécessité finalement. S'il faut conclure par rapport à tout mon propos, j'aimerais dire qu'en fait, je vous ai démontré que la femme est importante, que lorsqu'elle est là,
Elle fait des choses concrètes et les résultats sont concrets. Que sans elle, la Terre ne peut pas tourner correctement. Et personne, je pense, ne pourrait le contredire. Cependant, elles ont des obstacles, mais comment pourrait-on amener ces obstacles à être... comment pourrait-on dépasser ces obstacles? C'est là que la nécessité d'un arsenal juridique de protection, mais aussi qui permette une évolution concrète serait utile. Et j'en ai fini pour ce propos. Je vous remercie. Merci à vous, Madame Adwa. Je pense que vous avez détaillé bien que